À la fin de cet exposé, il y a bien sûr des questions auxquelles j'essaie de répondre. Ces questions portent souvent sur la question de l'analogique et du numérique et de leurs mérites comparés. En général, les réponses que je fais à ces questions m'amènent à me faire quelques ennemis. J'espère que ça ne sera pas le cas en ce qui vous concerne. Mais je crois qu'il y a quelques vérités qu'il faut dire et tordre le cou à un certain nombre de croyances. Et ce que je vais essayer de faire, même si vous n'êtes pas là pour cause de confinement, je vais essayer de répondre aux questions habituelles qui me sont posées. La première question, c'est que souvent, c'est que l'on me dit en général... j'ai entendu dire que le numérique, c'était pas bien parce que c'était une information discontinue et que donc on entendait les marches entre les échantillons et que la forme d'onde n'était pas lisse et continue. Alors, ça n'est pas exact pour plusieurs raisons. D'abord, les marches en question sont extraordinairement fines. Bien sûr, quand on les représente, on voit un schéma avec des marches, comme vous l'avez vu dans cet exposé. Mais en réalité, ces marches sont extrêmement serrées et très au-delà des capacités de perception de notre système auditif. Et de toute manière, ces marches ne nous parviennent pas, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Lorsque le haut-parleur va restituer le son numérique, le son échantillonné, qui aurait prétendument des marches, il est probable que déjà les transistors de puissance ne sont pas passés d'un état à l'autre instantanément et ont emprunté des états intermédiaires, ce qui tendrait à lisser la tension électrique fournie en sortie. D'autre part, le haut-parleur lui-même, qui met en pression l'air, ne peut pas passer d'un état à un autre instantanément. Il emprunte évidemment tous les états intermédiaires, à part la téléportation de Star Trek et de Monsieur Spock. On ne peut pas, dans la physique qui est la nôtre, passer d'un état à l'autre sans emprunter tous les points intermédiaires. C'est comme quand on fait une chute, aussi rapide soit-elle, on a emprunté tous les états, toutes les positions intermédiaires. Ensuite, l'air lui-même, avec le système de molécules d'air qui se poussent les unes les autres, évidemment, lui non plus ne passe pas d'un point à un autre. Instantanément, il emprunte tous les états intermédiaires. Et il faut ajouter que ce milieu est relativement élastique, évidemment. Ensuite, lorsque ces variations de pression arrivent à nos tympans, eh bien notre tympan, c'est lui aussi une membrane. Il ne peut pas passer d'un état à un autre instantanément. Il va emprunter tous les états intermédiaires. Donc tous ces éléments concourent à démontrer que les personnes qui disent qu'elles entendent les marches s'imaginent les entendre, mais que ça n'est pas possible. Ensuite, la question qui vient, c'est oui, mais moi, mes parents m'ont dit, ou mon oncle, ou je ne sais pas qui, a une collection de vinyles, il m'a dit parce que le son est bien meilleur que le CD audio et que le numérique, c'est pas bien. Alors, est-ce que le disque noir, c'était mieux ? Alors, bon, il faut peut-être expliquer comment ça marche. Donc, le disque vinyle, il y a d'abord la question de phase qui va se produire. Donc, le disque vinyle, c'est un sillon, comme une tranchée en V, avec un canal sur chaque pente. En cas de son parfaitement hors phase, un côté du sillon est en creux et l'autre en relief. Donc, cela peut provoquer une sortie de la pointe de lecture du sillon, en particulier dans le grave et à fort niveau. Et c'est la raison pour laquelle vous avez sans doute entendu que la règle, c'est de mettre la grosse caisse et la basse au centre du mixage, toujours. En fait, ça n'a plus vraiment de raison d'être dans notre monde numérique, mais ça avait une raison d'être importante parce que, à l'époque du disque vinyle, effectivement, un fort coup de grosse caisse entièrement à gauche ou entièrement à droite faisait sortir la pointe du sillon, tout simplement. Et on avait cette impression de disque rayé.
Donc la question de la diaphonie, c'est une seule pointe qui vibre dans ce V. Donc à la lecture, la cellule va avoir une certaine diaphonie, c'est-à-dire qu'on va entendre le canal gauche dans le canal droit et vice-versa. Et ça va évidemment fortement resserrer la stéréo. Et cette diaphonie, elle est malheureusement pas linéaire, évidemment, elle se situe dans les plus grands mouvements, et ceux qui sont le plus perceptibles, elle se situe dans la bande des 1 kHz, 1,4 kHz. Maintenant, la question de la bande passante. Donc au moment de la gravure, des signaux jusqu'à 32 000 Hz sont utilisables dans le grave et jusqu'à 330 Hz au moment de la gravure, les signaux jusqu'à 32 kHz sont utilisables et dans le grave jusqu'à 330 Hz. Voilà, j'avais pris des notes et je ne suis même pas capable de les relire. Pour les 45 tours et évidemment 150 Hz pour les 33 tours qui tournent plus lentement. Notez bien que le vinyle n'est pas linéaire jusqu'à 16 kHz malgré le filtre RIA dont on a parlé précédemment. Plus les sons sont graves et plus les sillons sont larges. Éventuellement, les hautes fréquences peuvent, elles, amener des sillons si petits que le disque, s'il parvient à être gravé, sera impressable. Donc les hautes fréquences sont limitées par la vitesse maximale du bloc de gravure. Les très hautes fréquences peuvent poser problème, surtout pour les transitoires, c'est-à-dire les instruments comme le charlet et les sons prononcés comme le z, le ch, le s, tout ce qui est sibilante. Ces problèmes apparaissent surtout lorsque l'accélération entre les fréquences est trop importante. Sur un contenu percussif, donc riche en haute fréquence, il est indispensable de contrôler les sibilantes, la vitesse des transitoires et de filtrer le haut du spectre, ce qui conduit à disposer d'une bande passante encore plus faible. Bon, il est difficile de trouver des informations sur la limite vers l'aigu du disque. Sur certains sites, il est question de 15 000 Hz. En fait, 15 000 Hz, c'est la même limite que le MP3. On est donc loin des 22 000 Hz du CD audio. En ce qui concerne l'aigu sur un disque vinyle, il y a un problème qu'il faut bien comprendre, c'est la question de vitesse tangentielle. En effet, le disque vinyle tourne à une vitesse constante. C'est-à-dire qu'au bord du disque, au début du disque, il y a beaucoup plus de sillons par seconde qui défilent sous la pointe qu'au centre du disque. Ça explique que les maisons de disques choisissent de mettre les meilleurs morceaux au début du disque, car la vitesse tangentielle y est la plus grande. Et donc c'est de cela dont dépend essentiellement la bande passante vers l'aigu. Et les morceaux auxquels on tient moins ou qui contiennent moins d'aigus, on va les mettre vers le centre du disque. Voilà, d'ailleurs, on a, vers la fin de la vie du disque vinyle dans la musique classique, on a vu des grandes marques comme Archive Productions qui carrément laissaient 10 ou 12 cm non gravés au milieu du disque vinyle pour ne profiter que du bon moment du disque vinyle. Alors on a fait quelques expériences avec le Super 45 tours, donc c'est un disque qui tourne plus vite, en 45 tours par minute au lieu de 33 tours un tiers. Et voilà, l'ennui évidemment, c'est que même si on agrandit le disque, la durée d'enregistrement que l'on peut stocker sur le disque vinyle diminue si on augmente la vitesse de rotation du disque. Donc la question du niveau. Donc plus le niveau est élevé, plus les sillons sont larges. En conséquence, la durée possible d'une phase peut dépendre du niveau. Certaines graveuses sont modifiées avec des régulateurs permettant de resserrer les sillons au maximum et font varier la position de l'aiguille, c'est-à-dire la vis sans fin qui tient le bloc de gravure, qui s'écarte du sillon dès qu'un son grave arrive. Alors pour permettre cela, ça veut dire qu'il faut lire le son à l'avance pour savoir s'il faut faire avancer plus ou moins vite le bloc de gravure, c'est-à-dire s'il y a des sons forts et graves qui vont arriver ou pas. Et pour faire cela, on va utiliser un système de retard pour que le phénomène puisse être anticipé. Et évidemment, ce système de
retard va utiliser un délai numérique. Et donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite quand on est un fanat d'analogique. Donc, ça veut dire que même les disques vinyles utilisent des outils numériques, quoi qu'il arrive. Même si tout le reste a été fait en pur analogique, c'est-à-dire bande magnétique, console analogique, etc., etc. Voilà, un bon graveur parvient à graver des crêtes de niveau jusqu'à plus 6 décibels, sauf si elles sont dans le suraigu. Il faut accepter alors une réduction du temps par face, au-dessous donc des 22 minutes et demie qui sont en principe la norme pour le LP, le 33 tours long play. Il y a quelques impossibilités majeures sur un vinyle, et donc au moment du mastering, parfois le studio de mastering renvoie au studio la bande en disant qu'il n'y a pas moyen de le masteriser, ou éventuellement, si c'est masterisé, le studio de gravure renvoie au studio de mastering la bande pour dire que c'est pas gravable. Voilà. Le grand ingénieur du son, Dominique Blanc-Francard, nous rappelle que le vinyle était gravé en stéréo par un déplacement latéral du burin pour les informations de somme, gauche plus droite, et verticalement pour les informations de différence, gauche moins droite. Impossible donc de mettre la grosse caisse à gauche et la basse à droite, impossible de mettre des informations hors phase à un niveau moyen, impossible d'avoir un niveau de différence supérieur à un niveau de somme. Donc rappelons quelques point notable, la dynamique admissible d'un disque vinyle est de 65 décibels. Un CD audio, on l'a vu tout à l'heure, c'est 96 décibels. En réalité, on dépasse rarement 90 décibels et c'est déjà énorme. Ça fait déjà une énorme différence entre le son le plus faible et le son le plus fort. C'est-à-dire que c'est peut-être possible dans une salle de plusieurs centaines de mètres cubes, mais sans doute pas dans un salon. Voilà. Ça ferait une trop grosse différence entre les pressions acoustiques faibles et les pressions acoustiques fortes. Je vous rappelle, ces deux chiffres, 65 décibels pour le vinyle, 96 ou 90 pour le CD audio. Le volume, la sensation de volume double chaque fois qu'on augmente de 6 décibels. C'est donc environ 64 fois plus fort en volume, ce qui est une différence vraiment énorme, qu'on exploite rarement complètement. Donc en conclusion, c'est pas une mauvaise chose d'aimer les vinyles, mais il faut l'aimer ou dire qu'on l'aime pour des raisons exactes. On peut aimer le vinyle parce que la pochette est grande et que c'est vraiment beaucoup plus satisfaisant d'avoir une grande pochette, parce qu'on voit le disque tourner et que c'est très agréable, parce que l'appareil, la platine vinyle, est un très bel appareil avec une très belle mécanique. On entend dire c'est plus chaud, et oui, je suppose que ça signifie qu'il y a moins d'aigus. Effectivement, il y a beaucoup moins d'aigus. C'est ça que ça doit signifier. Dans ce cas, on peut imaginer d'enlever des aigus au niveau du réglage de sa chaîne hi-fi, lorsqu'on écoute un CD peut-être. Donc ce que je veux dire, c'est que si on aime le disque vinyle, c'est plus parce que par nostalgie ou par une sorte de romantisme technologique, et ce sont des arguments qui se défendent parfaitement. En revanche, avancer des arguments techniques et dire le son du vinyle est meilleur, sans compter qu'on a un peu oublié l'incroyable fragilité de l'objet, que dès qu'on y a touché une seule fois, on entend des craquements, etc., etc. C'est quand même une argumentation difficile à défendre que de défendre le vinyle pour des qualités techniques qui seraient supérieures à celles du CD. Je crois qu'on est obligé de tordre le cou à ces affirmations-là. Maintenant, la question de la lampe. Alors, avant l'invention du transistor, les amplificateurs et préamplificateurs utilisaient des lampes, donc avant l'invention des semi-conducteurs. Donc les amplis à transistor sont plus linéaires, ils ont des rapports signal-bruit bien meilleurs, des bandes passantes qui descendent plus facilement vers les basses.
C'est compliqué une lampe, hein. Il s'agit d'arracher des électrons d'une plaque à une autre avec de très fortes tensions. C'est très compliqué et la lampe a forcément un temps de réponse dans toutes ses actions qui est plus long que celui du transistor. Ce qui explique que la lampe défavorise les aigus, bien sûr, défavorise les aigus. Voilà. Mais je suis allé sur le site d'un vendeur d'amplificateurs de lampes. Les lampes, on appelle ça des tubes, hein, également. Et donc, ce vendeur sur Internet nous dit ceci, hein, je vous lis. La technologie du son tube, deux points. Si vous aimez vraiment la musique, jazz, classique, rock, vocal, R&B, etc., vous pouvez enfin faire partie des heureux audiophiles qui écoutent un vrai son, plus chaud, plus proche, plus humain, plus beau que le son des amplis à transistor. Transistor en majuscule, vous voyez. Jusqu'à maintenant, les amplis hi-fi au son tube étaient bien trop chers, donc réservés aux élites. Ce qui a favorisé l'ampli à transistor, c'est son prix. Aujourd'hui, avec, c'est le nom de la marque, tout le monde peut enfin profiter aussi de l'univers sonore exceptionnel des amplis au son tube. Il est temps de marquer votre différence et d'affirmer votre goût avec les amplis. Et là, on cite la marque à nouveau. En plus, quelle allure, quelle esthétique! Vous pourrez enfin montrer votre ampli avec ces amplis. Le son tube, ça se montre. Bienvenue dans un monde où le son est beau à regarder et joli à écouter. Là arrive enfin en France et est devenue au fil des ans la marque de référence des amplis hi-fi au son tube. Vous voyez qu'on ne fait pas appel à des questions techniques ou musicales, hein. Il s'agit, de frimer devant les amis, que ça soit beau à regarder, qu'on fait enfin partie de l'élite en ayant quelque chose qui a l'air de coûter cher alors qu'eux ne le vendent pas trop cher. Toute cette argumentation nous fait penser à une autre argumentation dans un autre domaine. Vous savez, les outils informatiques avec une pomme dessus que les gens achètent pour faire peu de choses parfois, mais parce que c'est très fashion d'avoir une pomme sur son téléphone ou son ordinateur ou une virgule sur sa casquette ou son t-shirt ou ses chaussures. Qui, je pense, ne feront pas courir plus vite malgré la présence de la virgule. Et donc je pense qu'on est dans ce même argumentaire qui est sûrement pas technique. Alors la lampe, a quand même des intérêts. C'est par rapport à la saturation. Donc ce qui caractérise un transistor, c'est quand on lui demande plus que ce qu'il peut faire. Eh bien, il essaye de le faire, un peu comme le chêne et le roseau. Le transistor, c'est le chêne. On lui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, quand il peut plus, boum, il s'arrête ou il grille même carrément. Voilà. Enfin, en principe, nos systèmes ont des protections, bien sûr. Alors que la lampe, elle, va essayer, va faire le maximum. Et donc, elle va, si on la sature, elle va écrêter, donc modifier la forme d'onde. Et ça va faire une saturation qui transforme le signal. Et ça va faire une belle saturation. Enfin, en tout cas, c'est la saturation qu'on aime en ce qui concerne les sons de guitare électrique, où on fait saturer la lampe. Et parce que la lampe, tel le roseau, va plier, mais va pas se rompre. Voilà. Alors que le transistor, lui, va s'évertuer à essayer de contenir les assauts du signal jusqu'à son point limite. Et va donc provoquer une saturation désagréable parce qu'il va chercher à être fidèle jusqu'au bout. Voilà. Alors que la lampe va simplement supprimer des fréquences aiguës, faire un effet de compression entre les sons forts et les sons faibles si elle est saturée. Et ça fait les beaux sons de signaux saturés de guitare que l'on aime tant. Voilà, ce petit tour. Pour revenir à ces histoires de lampes, de vinyle, etc., on est dans un domaine où les croyances sont vraiment importantes et où les commerçants en jouent. Et c'est à nous de ne pas croire les faux prophètes et d'exercer
notre réflexion et notre compétence sur ce qui nous est dit. Tout ce qu'on nous dit, tout ce que les vendeurs en particulier nous disent, n'est pas forcément vrai, croyez-le bien. Je voudrais pour ça juste vous montrer des petites choses qui vont vous amuser. Regardez, par exemple, il est possible d'acheter dans un magasin de Hi-Fi un câble, enfin un double câble Cinch pour brancher, je sais pas, sa platine CD à son ampli. Eh ben, il est possible de mettre assez cher, hein, vous voyez, pour un câble Cinch de 2 mètres, hein, on peut aller jusqu'à 11 400 €. Remarquez que le même chez Thomann, il coûte ça. Ouais, oui, c'est très différent. Pareil pour un mini jack, vous voyez, hein, on peut quand même réussir pour brancher son baladeur MP3 à sa petite enceinte, hein, on peut quand même réussir à mettre assez cher. Hein. Voilà, le prix d'un tel objet, c'est plutôt ça, évidemment. Pareil pour la vidéo, alors que là on est dans le monde numérique, hein, donc soyons clairs, le numérique ça marche ou ça marche pas, c'est 1 ou 0, donc vous voyez ici qu'il s'agit de câbles orientés, donc ça c'est très fort parce que ces vendeurs défendent l'idée que les câbles ont un sens, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien écouté à l'école comment ça marchait, un conducteur électrique et les électrons libres, enfin voilà. Ça n'a pas de sens, évidemment. Et quand même, on peut acheter un câble HDMI à 2085 €. C'est quand même très fort, n'est-ce pas ? Évidemment, en réalité, un bon câble HDMI, c'est normalisé, hein, donc il n'y a pas tellement de fantaisie possible. Hein, donc, vous voyez, 2 € va coûter plutôt ce prix-là. Continuons, si vous voulez, et ça, c'est peut-être le plus fort, donc... Eh bien, il est possible d'avoir un câble qui va garantir un meilleur courant. Alors, il faut comprendre que ce câble, hein, c'est un câble tout bête, va être branché entre la prise de courant de votre salon et l'appareil que vous alimentez en électricité. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a en amont, et comme tout le monde, hein, d'une installation électrique tout à fait normale, mais on va réussir à faire croire à un éventuel acheteur, plutôt riche, hein, que s'il met 14 199 € dans un câble électrique de 3 mètres, eh bien, il obtiendra un bien meilleur son au niveau de sa chaîne Hi-Fi. Évidemment, on sait bien que le courant alternatif passe ensuite dans une alimentation qui réduit la tension, filtre le courant, le redresse pour faire du courant continu. Et c'est assez étonnant ce qu'on peut réussir à faire croire aux gens, n'est-ce pas ? Si on continue à voilà, alors en fait un câble comme ça, un câble Schuko, voilà, ça doit pas coûter plus cher que ça. C'est que pour transporter du courant électrique, c'est d'autant plus amusant tous ces câbles incroyables, c'est que dans les studios qui fabriquent les disques qui vont être écoutés au travers de ces incroyables câbles, ce sont des conducteurs normaux, hein, comme ceux que je vous ai montrés sur un site de produits musicaux et de studios. Personne n'a de câble comme ça. Donc les gens de la Hi-Fi s'imaginent qu'avec du meilleur matériel, ou prétendument meilleur matériel, ils vont réussir à obtenir un meilleur son que celui qui avait dans le studio, des choses que la personne qui a fabriqué le disque qu'ils écoutent n'a même pas entendu. Et ça, on n'est pas loin, même on est dans la pensée magique, il faut le dire. Mais évidemment, quand on a payé ce prix-là, impossible de penser qu'il en soit autrement, quoi. Il faut absolument y croire, parce que sinon, ça serait désespérant. Hein. C'est toujours pareil. C'est comme ceux qui ont une machine avec une pomme et qui disent « ça plante jamais ». On peut même aller très très loin dans la pensée magique. Hein. Vous voyez par exemple des découpleurs. Alors ça, donc on met ça entre le sol et l'enceinte et ça va fortement améliorer l'enceinte. Et si on ne peut pas le mettre dessous, vous voyez, on peut même le mettre au-dessus. Hein, sur le haut de l'enceinte. Ça va améliorer le son de l'enceinte.
Évidemment, on se moque du monde. Donc il y a plusieurs comme ça supports de découplage. Le plus drôle peut-être, ça serait celui-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met sous son amplificateur. Donc l'amplificateur, c'est un appareil électrique. Et donc ça améliorerait le fonctionnement de l'électronique. Voyez-vous? Formidable. Formidable. On est vraiment dans la foi, n'est-ce pas? Voilà, donc méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Il y a quand même un certain nombre de mensonges qui courent et je vous invite vivement à exercer votre sens critique face à ce genre d'affirmations et affirmations qui sont souvent de bonne foi. Hein. Les personnes qui ont foi en quelque chose sont prosélytes et très affirmatives et très sûres d'elles. Hein. Même s'il n'y en a pas trop dans notre pays, il y a quand même des millions de personnes qui croient que la Terre est plate et qui militent pour qu'on reconnaisse cette prétendue réalité. Sur ces bonnes paroles, c'est donc la fin de cet exposé. À bientôt.